Charles-Élie Couture, bonjour. Bienvenue dans Postpartum, un podcast qui mêle avec humour, parentalité et création littéraire et propose ainsi à ses auditeurs de partager un moment intime et souriant avec une autrice ou en l'occurrence un auteur. Il s'agit d'une entrevue dont je vous donne le principe. Vous avez devant vous des cartes dont vous ne voyez encore que les dos. Mais au verso de chacune de ces cartes que vous piocherez au hasard Balthazar se trouve une question qu'il vous faudra, s'il vous plaît, Charles-Élie, lire ou chanter à haute voix avant d'y répondre de même ou pas. C'est bien compris, j'ai pigé la règle du jeu. Pouf, ça Ouais. sera toi que je choisirai. Alors, c'est pas le tout de faire le malin avec des lunettes. Est-ce que ça vous fait vraiment plaisir, toutes ces visites, ces photos, cette avalanche de signes amicaux, quand on vient de mettre son livre au monde? Disons que on a tous peur de la mort et faire, c'est avant tout essayer de laisser une trace en admettant qu'on est petit poucet dans une forêt fantastique. Laisser des traces sur les murs quand on était préhistorique ou sur du papier depuis Gulliver ou sur du bois quand on était à la Renaissance, ou sur des toiles, enfin peu importe. On essaye de laisser une trace et de faire comme un passage, une transmission de quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Alors, quand la chose sort, pendant longtemps elle est en gestation, on la travaille, on la retravaille. Quand la chose sort, effectivement, tout d'un coup, on se rappelle au monde, ou peut-être le monde, ou une partie du monde se rappelle de vous. Et ça donne effectivement des manifestations d'encouragement, De sympathie. De sympathie. Mais personnellement, j'attends pas en fait seulement la publication des livres, parce que je poste régulièrement sur ma page Facebook des émotions au quotidien que j'ai pas envie de garder, ni forcément de diffuser longtemps après. Ça garde la spontanéité. Récemment, j'ai perdu un ami, Tchéky Cario. Et j'ai fait un post dans la soirée dès que je l'ai appris, et il a été vu par des milliers et des milliers et des milliers de personnes. J'étais content pour lui, en fait pas pour moi, mais peut-être que j'ai dit des choses qui n'ont pas été dites ailleurs, mais ça m'a fait plaisir, oui, pour lui. Une double question pratique. Qui coupe le cordon et qu'advient-il du placenta? Pareil qu'il y a des gens qui le mangent. En fait, la création qui coupe le cordon, la création, c'est vraiment un travail solitaire. Pour un tableau, je pense à ça. Un tableau, ce qui fait la différence entre un artiste et un autre, souvent, c'est à quel moment il décide que c'est fini, à quel moment il coupe le cordon, si je puis dire, par rapport à l'œuvre. Il y a des artistes qui se veulent travailler vite, dans l'urgence, dans l'instance, d'autres, au contraire, qui viennent et reviennent sur des tableaux, sur des disques. Il n'y a pas de règles. Il y a des choses qui sont faites vite, et il y en a d'autres qui sont dessinées, faites lentement. Je me souviens de dessins, un des premiers dessins qu'on avait fait quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts. On faisait une tâche avec explosé sur une surface, et après on devait copier la tâche.
c'est-à-dire reprendre gouttelette après gouttelette. Et ça m'a fait un bien fou de faire cet exercice-là. Comme quoi, effectivement, une chose peut être faite dans l'incontrôle total ou au contraire dans la maîtrise. C'est d'ailleurs ce qui fait la grosse différence entre l'artiste et l'artisan. L'artisan a une vision préconçue de ce qu'il cherche à atteindre. L'artiste, lui, part dans une sorte d'absolu, mu par une intention dont il ne connaît pas la finalité. Est-ce que les gens qui vous parlent de votre livre Nouveau-né prennent des voix débiles comme pour les bébés? Et question corollaire, est-ce qu'on vous apporte des cadeaux de naissance? Y a-t-il un équivalent de Sophie la girafe pour bébé livre? Quand j'entends parler de voix en relation avec mon livre, je repense au fait qu'il y a eu une lecture justement à la Maison de la Poésie et j'étais content d'entendre les mots que j'ai écrits dits par Dominique Pinon, par Jed Marlon et par Camille Clarisse, pardon, qui ont lu le bouquin. C'est toujours émouvant de se sentir interprété par les autres. Est-ce que lorsqu'il part dans un autre pays et parle une autre langue, un livre devient un étranger? Je n'ai pas été traduit plus que ça dans d'autres langues. Je sais qu'il y avait eu à un moment donné pour un livre que j'avais fait qui s'appelait Les Dragons en sucre qui se passait en Australie. Il y avait eu des prémices de traduction, mais c'est pas allé jusqu'au bout. Pourtant, c'est vrai que moi j'ai été beaucoup influencé par la littérature américaine, Carver, John Irving, Paul Auster, enfin beaucoup, Sam Shepard, tous ces écrivains qui ont marqué. Certains, je les ai lus en version originale, si je puis dire, et puis d'autres, j'en ai lu la traduction. Il est certain que quand une traduction est mal faite, ça nuit au bouquin. Et le livre à l'étranger deviendra un étranger. Mais si c'est bien fait, au contraire, c'est une ouverture. Alors, vous préférez mettre votre livre au monde à la dure, de façon naturelle, responsable, éco-bobo-logique, j'aime pas ce mot, accroupi dans votre jardin ou plus confortablement dans une clinique sous péridurale? En fait, les choses qu'on fait arrivent quand elles arrivent. On doit travailler sur beaucoup de projets à la fois pour que certains aboutissent, d'autres restent en suspens. Donc, il y a un moment donné, quand le livre arrive, celui-là par exemple, et qu'il est dans des bonnes conditions, qu'il a été bien entouré par un éditeur qui a compris ce que je voulais y mettre, j'allais dire, c'est plus agréable à la douce que, je dis pas en douce, mais d'une manière solidaire, on va dire, plutôt que effectivement quand il y a des arrachements, des déchirements avec les gens avec lesquels on travaille. Est-ce qu'il existe des livres malchanceux qui naissent avec des handicaps et des maladies incurables? Est-ce que tous les livres ont la même chance? Toutes les œuvres ont la même chance? Non, évidemment non. Il y a des moments où pour que ça marche entre guillemets, faut qu'il y ait une conjonction de planètes, faut qu'il y ait on peut être trop en avance sur son époque et être compris seulement des années après. Le monde d'aujourd'hui est un monde industriel qui associe souvent le succès
au nombre d'exemplaires diffusés. Mais le succès ou la réussite, si je puis dire, de la part de l'auteur, c'est quand il arrive à trouver une conformité entre ce qu'il avait en lui et ce qu'il est arrivé à transmettre. D'accord, vous n'y associez pas le succès forcément Non, du livre. absolument pas, surtout pas, mon Dieu. Non, on a trop vu des choses à succès qui sont des grosses merdes. Donc, enfin, pas des grosses merdes, mais disons des choses tellement adéquates avec une époque que l'aspect apport, nouveauté, découverte que doit être une œuvre est rarement là, quoi. Il y a beaucoup de produits à succès qui sont de la vaseline, en fait, pour que l'époque passe bien, glisse sur elle-même. Quelle est la première question qu'on se pose quand on envisage de mettre un livre au monde? En fait, on se pose pas de questions. Le mal est fait, si je puis dire, quand une œuvre, quelle qu'elle soit, je m'excuse, je suis toujours obligé de le voir d'une manière globale. Un livre, c'est une œuvre, comme un tableau, comme un disque, comme une œuvre. Elle naît parce que de la nécessité de naître. J'ai eu une galerie pendant 5 ans à New York qui s'appelait la Ree Gallery. Et j'ai rencontré dans cette galerie des centaines et des centaines de gens durant les 5 ans, disons une moyenne de entre 8 à 15 par jour, on va dire. Le gens rentraient dans ma galerie. J'avais mon atelier dans le fond et le devant me permettait d'accueillir des gens, de discuter avec eux, etc. Et puis, inspiré par ce qu'ils voyaient, disons, mis en confort par l'ambiance de la galerie, matiner des questions que je leur posais sur qui êtes-vous, vous faites quoi, etc., etc. Les gens se sont souvent livrés avec l'impudeur typique des New-Yorkais en racontant leur vie. Et quand ils avaient le dos tourné, persuadés que ça ne deviendrait rien, moi j'ai pris des notes, 5-10 lignes, où je me disais c'est quand même incroyable ce qu'il vient de me raconter. Et quelques temps plus tard, après que j'ai eu la galerie, j'ai rencontré un ami qui venait de faire un livre qui s'appelait Yellow Cab. Cohen, de Benoît Cohen, de son nom, et dans lequel il racontait son expérience de chauffeur de taxi à Manhattan. Et je me suis dit, mais putain, c'est une bonne idée, en fait, c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais pu faire un livre avec tous ces gens. Et en fait, j'ai commencé à reprendre ces notes, et j'ai réécrit ces histoires en changeant les noms, et en retrouvant les portraits que j'avais faits. J'en ai fait un cahier entier de portraits de gens que j'avais croisés, auxquels j'ai associé l'histoire qu'ils m'avaient racontée. C'est comme ça que le livre s'est fait. C'est pas une écriture au quotidien comme les posts que je fais sur Facebook, qui sont écrits et postés. Là c'est plus, je dis pas une œuvre littéraire, mais c'est un objet livre écrit quand même. Et qui est effectivement rempli de cette vision de New York hétérogène, hétéroclite, à la fois pleine d'énergie et de drame, qui est ce que j'ai vécu pendant 15 ans quand j'ai habité dans cette ville-là. Votre livre vient de naître et votre livre est moche. Ce n'est pas un beau bébé, vous l'aimez quand même. Alors, est-ce qu'on assume ce qu'on est? C'est ça la question. Est-ce qu'on est entièrement responsable de ses erreurs? Est-ce que
qu'est-ce que c'est que la notion de beau, après tout il y a des choses qui sont, encore une fois, mal réalisées. Un jour, on m'a demandé pour quelle faute avez-vous le plus de pitié, si je puis dire. Et j'ai répondu les fautes professionnelles dues à un excès de zèle. Alors c'est sûr que quand il y a des trucs qui ont été mal faits par paresse, par laxisme, par ci, par ça, ça fait chier. Mais en même temps, c'est comme le fil de ce micro. Est-ce que les gens vont dire ah, putain, j'ai vu l'interview de Chary, c'était pas mal, mais alors il y avait le fil du micro, putain. Alors, une question très longue sur un sujet très flou. Durant la période du postpartum, des phobies d'impulsion se manifestent souvent par la peur pour les parents, peur de blesser leur enfant, de le noyer, de le brusquer ou de l'agresser sexuellement. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Les personnes ayant ces phobies souffrent d'une terrible anxiété à l'idée que ces pensées obsédantes ne se traduisent en actes ou qu'elles ne dissimulent une partie très obscure de leur personnalité, jusque-là méconnue. Avez-vous ressenti des phobies d'impulsion après la naissance de votre livre ? Non mais les gars, là, oui. C'est quand même pas la première. Quand les parents ont le bonheur, si je puis dire, qui l'ont choisi, ont le bonheur de voir naître la preuve de leur amour. A priori, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est pas forcément de vouloir immédiatement tuer l'œuvre. Une question clivante. Pour ou contre l'avortement ? On parle de livres. Si contre, pourquoi ? Si pour, quel chapitre ? Il y a je ne sais pas combien d'œuvres que j'ai faites sur lesquelles je suis revenu, tout effacé, recommencer sur la même toile, réécrire le bouquin. La grosse différence, par exemple, entre l'écriture d'une chanson et l'écriture d'un poème, c'est que une chanson, je la considère comme un galet. Elle doit rebondir sur la musique, comme ça. Quand elle rebondit plus, elle s'enfonce, elle disparaît. Mais elle doit être polie pour aller le plus loin possible. Un poème... donc ça veut dire que je la réécris en général aux alentours de 20 à 25 fois à peu près. Un poème, par contre, je l'écris en une fois, 2 fois, je réécris vite fait, mais j'ai pas du tout... Il doit garder une forme de spontanéité, de fraîcheur, d'oxygène, enfin... alors qu'une chanson, non. Le texte d'une chanson, il est d'autant plus fort que, justement, il va arriver à trouver sa place en s'insinuant parmi les harmonies. D'accord. Donc, revenir sur quelque chose, retravailler quelque chose qu'on sent imparfait, ça me paraît normal. Bon, bien sûr, on espère toujours qu'on va avoir le truc de génie qui fait qu'en une fois, ça va être résolu, mais non. Il faut être humble vis-à-vis de ça. Ok. Dans notre contrôle de métaphore bébé-livre, ouais, à quoi ressemblerait une césarienne ? Putain, mais les mecs J'ai besoin de travailler, ça c'est sûr que... Mais
Mais mon allégorie avec l'accouchement s'arrête à la notion de travail. Voilà. D'accord, très bien, très bien. Eh ben, ça nous suffira. Depuis toujours, mon père me disait, tu peux faire ce que tu veux, du moins que tu le fais à fond. Mon père était antiquaire, il avait fait des études d'architecture, et il acceptait que je sois artiste du moment que j'y consacre le même temps que je consacrerai à une activité à travers laquelle je ne me réaliserai pas. Mais non seulement je peux faire quelque chose qui me plaît, mais alors à ce compte-là, fais-le le temps qu'il faut. La paresse, c'était Est-ce que même s'ils naissent très différents de leurs parents, les livres ne finissent pas toujours par leur ressembler? Ah si, ça, inexorablement, on fait ce qu'on est, on est ce qu'on fait. Il y a des gens qui sont ce qu'ils possèdent, il y a des gens qui sont ce qu'ils pensent, il y a des gens qui sont seulement ce qu'ils font, mais les créateurs, ils sont ce qu'ils créent, ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils transforment d'eux-mêmes. J'ai l'habitude de dire que une œuvre c'est comme le signal sur le radar, quoi. Il arrive quelque chose dans ta vie. Donc ça réapparaît inexorablement sur le radar de la création. Voilà. Donc bip 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 bip. Donc tu vis un truc difficile, immanquablement ça apparaîtra. Et que ce truc difficile, il a été dans ton enfance, dans ton adolescence, ou dans ta vie d'adulte, ou au quotidien. J'ai eu un cancer il y a pas très longtemps, inexorablement, j'arrivais à écrire, mais j'arrivais plus à peindre. Et puis après, quand je suis revenu des États-Unis, alors que là-bas j'avais dessiné pendant longtemps des perspectives plutôt optimistes dans l'idée qu'il y avait toujours la lumière au bout du tunnel. Quand je suis revenu, et ce que je fais depuis 4 ans à peu près, lié à ce que je viens de vous dire, je me suis mis à dessiner des bagnoles cabossées, des bagnoles détruites, des carcasses, une série qui s'appelle Les tôles froissées de nos vies cabossées. Immanquablement, c'est certainement lié à ce que je ressens. Bien sûr. En général, c'est la famille, puis les amis, les médecins, et enfin les sages-femmes qui rassurent, guident et encouragent les futurs parents. Et vous, c'est qui ? Sans problème, c'est les conflits amoureux que j'ai avec ceux qui m'entourent. Je dis amoureux parce que dans cet amour-là, il y a une espèce d'incomplétude qu'on cherche sans cesse à retrouver, qui est dynamique, mais qui est inconfortable. Mais c'est ça qui donne le rythme, la marche, le mouvement, c'est un déséquilibre, quoi. Hein, je dis toujours, un homme arrivé est toujours fatigué. Donc un homme satisfait, il est fatigué, c'est tout. Très bien. Est-ce que pour les enfants, il y a un âge auquel il vaut mieux ne plus envisager de sortir un livre, même si on en a très envie? Ce serait un trop gros risque, aussi bien pour l'autrice-auteur que pour le livre lui-même. Alors, ça, je vois, c'est la question qui est posée. Faut-il s'arrêter quand on a fait une œuvre ou continuer? Moi, je suis de ceux qui considèrent que, encore une fois, l'acte de création vous tient éveillé
curieux, vous oblige à vous remettre en question. L'écriture, en ce qui me concerne, par exemple, c'est une gymnastique qui me permet de me dire à moi-même des choses que je pourrais pas dire aux autres. Parce que l'essentiel des rapports humains est fait de phrases nulles, quoi. Enfin, on fait que scanner l'état de fait, mais sans réellement qu'il y ait d'approche entre guillemets profonde, ou en tout cas les 90% des échanges qu'on a dans la vie sont des échanges sympathiques, on va dire, mais qui mènent nulle part. Comment ça va? T'apprends que l'autre va, ou il va pas, que les enfants ont réussi, que lui il est malade, que le couple a divorcé, qu'ils vont déménager à Angoulême ou à... Oui, c'est bien, mais si on veut essayer de se forger une sève à soi, ben ça nécessite de revenir dessus, et c'est ce que je fais avec l'écriture. Est-ce qu'il existe une forme adolescente du livre, avec une révolte contre l'auteur de ces jours? La relation au père, à la mère, au contexte. Est-ce qu'on est responsable de ce qu'on fait? Est-ce que c'est la faute des autres? Inexorablement, les autres, ils sont pour un tiers. Nous-mêmes, on y est pour un tiers, et puis le monde, le hasard, il y est pour un autre tiers. Se révolter contre ça, à la fois c'est sain et c'est faible, quoi. C'est la faute des autres, et tu pas arrivé. C'est mes parents qui m'ont fait chier. Moi, mon père était quelqu'un de difficile, avec lequel j'ai eu beaucoup de conflits, mais en même temps, je me suis construit dans ces conflits. Mon père avait été torturé par la Gestapo, envoyé en camp de concentration. Quand il est revenu, il n'accordait de valeur qu'aux choses qui avaient été commises dans l'effort. Il avait du mépris pour les choses faciles. Donc même quand ça allait bien, ça allait pas. Mais je me suis construit avec ça et ça m'a beaucoup aidé. Par contre, ma sœur, ça l'a cassé. Ça, je reconnais. Parce que c'était trop dur. Elle pouvait. Moi, le conflit avec ma génération, la génération qui précédait, soit mes parents, ça m'a construit. Quand mon père est mort, je suis parti m'installer à New York parce que tout d'un coup, je me disais, il faut que je me trouve d'autres vérités que celles qui m'ont hanté jusque-là, qui étaient celles de mon père. Donc je suis parti renaître, d'où le nom de ma galerie qui s'appelait The Re-Gallery, la galerie du recommencement, considérant que quand on relit, on voit pas la même chose que quand on lit. Quand on reconnaît, c'est pas la même chose que quand on connaît. Quand on prend sa retraite, c'est pas comme quand on fait une traite. Une question post-partum, voilà, à quel moment est-on informé du genre de son livre? Est-ce que c'est une information fiable? Moi j'ai un argument, je dis on fait, et après on voit ce qu'on peut en faire. Voilà. Quand on agit sous la contrainte, on fait pas les films des frères Cohen, quoi, si tu veux. On n'écrit pas Tolstoï, Dostoïevski, Kafka. Ils ne se sont pas demandé s'ils faisaient des livres drôles, graves, qui allaient avoir du succès. Non, ils les ont fait parce que il y avait cette espèce de folie ultime. Sartre, Camus, les grands de la littérature, ou même Boris Vian. Tous ces gens-là, ils sont écrits parce qu'ils devaient le faire, quoi. Faut-il être dans une situation affective, voire amoureuse, stable, pour envisager la naissance d'un livre?
est-ce que c'est mieux d'être en couple ? Ouais, je crois que c'est mieux. C'est mieux, ça permet d'encaisser les sales coups, on va dire. Quand on est deux, on n'est pas seulement deux pour les périodes de gloire, on est deux par confiance mutuelle, quoi. Est-ce qu'il existe des livres plus ou moins désirés ? Est-ce que ce sont les plus désirés qui s'en sortent le mieux ? Non. Très bien. Sûrement pas. Non. Super. Non. Eh ben, Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. À propos du nom de votre livre, a-t-il été choisi juste après la naissance ou avant ? Par qui ? Et est-ce que vous êtes allé fouiller dans les noms des livres préférés des Français ? Oui, moi, j'avais proposé le titre Trait portrait. Il y avait un autre titre qui était Tête de série. Mais en même temps, l'éditeur a suggéré que on puisse peut-être mettre plus en relation avec le lieu dans lequel ces rencontres avaient été faites. Et je leur ai envoyé une liste de titres, dont Manhattan Gallery qui a été retenu. Et c'est un bon titre, hein. Tout me va, mais au départ, j'assume de tout. Mais vous avez gardé le trait-portrait. Le trait-portrait en dessous. Oui. Mais c'est vrai que le trait-portrait, il en dit moins sur le contexte que Manhattan Gallery. Votre éditeur vous annonce que vous ne pouvez plus publier de livres, c'est irréversible. Vous faites quoi ? Mais je t'emmerde, j'en trouverai un autre si c'est comme ça. Mais à mon avis, on vient de commencer à travailler ensemble et la relation est bonne, donc a priori, ça continue. C'est pas là que le mal se fait. Si on lance une recherche ADN, quel sera le pourcentage dans votre livre de votre ADN et de celui d'autres autrices ou auteurs ? Non, il y a des livres plus ou moins inspirés quand même. Oui, je comprends, mais là, en l'occurrence, peut-être que loin derrière, il y a les livres de Roland Topor, dont j'aimais bien le côté incongru. Mais j'avais 15 ans, 16 ans, quand je lisais ces livres bizarres et qui me donnaient le sentiment que je pouvais le faire. Mais je sais pas, aussi bien... la poésie est quand même très présente dans Moi, j'étais plus dans parti, ma tête. Quand je l'ai ouvert la première fois, j'ai pensé, alors ça va peut-être, vous allez peut-être me taper dessus, mais là vous êtes loin, donc c'est bon, mais j'ai presque pensé aux objets curieux de Karelman, vous savez, Karelman, bien sûr, j'ai pensé les objets impossibles. Oui. Oui, en fait, mais j'ai toujours rêvé de faire du cinéma. Et à New York, qui est une ville facile à filmer, il y a tous les personnages sont des personnages dont on a envie de raconter l'histoire, quoi. Ceux que j'évoque dans ce livre-là, en quelques lignes, je m'amuse à faire leur portrait. Comme en quelques traits, je m'efforce de les raconter. Il y a des naissances plus ou moins difficiles. Certaines laissent même des traces ou des cicatrices que l'on garde à vie. Oui, c'est une question sans point d'interrogation. Je reprends ça lié à la notion de succès, de réussite. Des naissances difficiles, il y a des choses qu'on a du mal à faire admettre, à faire entendre. Mais encore une fois, il y a deux questions qui sont différentes. Il y a
émetteur-récepteur. Soit on se place du point de vue de celui qui émet, quand on fait une émission de radio ou une émission de télé, on le fait parce qu'on a le sentiment qu'on doit le faire, sans tenir compte forcément, à moins d'être producteur de télévision, sans tenir compte du nombre de gens qui vont s'intéresser à ce podcast. Quand on veut contrôler ça, à New York, j'ai appris une formule qui était bien, qui disait « Find your mission ». Trouve ta mission. Et quand tu as trouvé ta mission, tu l'assumes. Be yourself. The best you have to give is yourself. Le mieux que tu as donné, c'est ce que tu es. Mais c'est vrai qu'il y a des créateurs qui ont besoin d'avoir une ligne de conduite et des guides et qui vont obéir à un processus. Moi, c'est pas ça. Quelle importance accordez-vous à la courbe des ventes de votre bébé livre? Et que pensez-vous des interventions thérapeutiques pratiquées par votre pédiatre éditeur? En fait, soyons honnêtes, si quoi qu'on fasse n'a pas le succès escompté, soit c'est trop grave et ça va s'arrêter là, soit c'est pas grave et on réessayera le coup une autre fois. Même Federer a fait des doubles fautes, mais c'était un détail de l'histoire. Même les plus grands champions ont perdu des matchs. Wembanyama, il y a pas longtemps, il vient d'être sorti du jeu. Est-ce que c'est si grave que ça de se tromper, ou est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Moi, ça me terrifie quand je vois les jeunes de la génération d'aujourd'hui qui se sentent obligés à la réussite et au succès. Moi, je me suis toujours accordé le droit de me tromper, mais bien sûr, j'espère que le plus grand nombre de gens vont s'intéresser à ce livre-là, parce que si j'ai du succès, ça m'amènera à en faire d'autres, et donc mais c'est pas pour l'argent que ça signifie, ou l'histoire de argent, succès, gloire et beauté. C'est des trucs qui ont de l'importance quand on est adolescent, quand sa vie est longue derrière, quand on a le droit d'être envahi de fantasmes, quand jamais rien n'est assez parfait. Je sais, je l'ai vécu. J'ai rêvé de faire des stades. J'en ai fait. J'ai rêvé de jouer aussi dans des petites salles. J'en ai fait. J'ai fait 2500 concerts dans ma vie, et j'en ai d'autres qui arrivent. Et au fond, je suis toujours heureux de voir que la salle est pleine, entre guillemets. Mais je suis surtout heureux de pouvoir faire mon job, parce que c'est ma raison de vivre, c'est ma raison d'être. Eh bien, très bien. Charlélie Couture, merci mille fois pour ce moment de partage, car nous avons partagé, Charlélie. Surtout vous, mais on a partagé. Je rappelle le titre de votre dernier roman, qui n'est pas un roman, qui est un... Comment on appelle ça d'ailleurs? Un livre... Récit. Votre dernier récit. Manhattan Gallery. Gallery, yes. Manhattan Gallery, yeah, si tu veux. Il faut prononcer édition Calman Levy, comme on dit du coup, aux éditions Calman Levy. Pourquoi Calman Levy? Manhattan Gallery, chez Calman Levy. Ok, c'était Postpartum, un podcast de la salle de lecture. Salut.